François Ruffin, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes député de la République et reporter. On s'était déjà vu et nous avions débattu, discuté dans Marianne pour votre précédent livre, Il est où le bonheur? Et celui-ci, Leur progrès et le nôtre, creuse un peu les questions qui étaient déjà dans ce livre, Il est où le bonheur? C'est-à-dire la question qui est absolument essentielle de la finalité de nos sociétés. Pourquoi organisons-nous les sociétés humaines? Et vous le faites à l'occasion en fait d'une demande qui vous a été faite pour ce livre, de réfléchir autour de la 5G. Donc vous partez de la phrase, la désormais fameuse phrase d'Emmanuel Macron sur les Amish, la lampe à huile, etc., pour essayer de vous poser la question de ce à quoi sert la 5G. Et derrière, évidemment, vous dites tout à fait justement que vous n'êtes pas spécialiste technique de la 5G, donc ce n'est pas le problème, mais vous allez au bout du questionnement sur l'idéologie du progrès qui est à l'œuvre et qui est le moteur des sociétés occidentales aujourd'hui. Alors d'abord, j'aimerais que vous nous définissiez ce que vous entendez par cette idéologie du progrès. Dans le discours d'Emmanuel Macron, dont on a retenu les Amish, moi, il y a autre chose qui me marque, c'est le mot accélérer, 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 qui revient 38 fois. Et au fond, quand on entend les discours des macronistes sur la 5G et sur le reste, c'est il faut aller de l'avant, il faut avancer, il faut faire la course en tête. Et évidemment, quand il y a ça, ma question en permanence, c'est d'accord, mais pour aller où? Quel est l'horizon? Quelle est la direction? Et au fond, c'est comme si le fait d'avancer remplaçait le choix de là où on doit aller. Ça fait penser à une blague qui circulait en Union soviétique, c'était « Camarades, nous sommes au bord du gouffre, encore un pas en avant ». Donc là, on a le sentiment d'être possiblement au bord du gouffre, au moins sur le plan écologique, et qu'on vous demande juste d'accélérer dans la même direction, c'est-à-dire de tomber dans le ravin, quoi. Alors, l'idéologie du progrès. Moi, d'abord, écrire ce livre, quand on écrit un livre, quand on est pris en plus dans le quotidien de l'Assemblée nationale, qui n'est pas toujours brillant, c'est d'essayer de faire un peu plus de clarté en soi-même. Et je vois là, à l'occasion de l'écriture de ça, comment je distingue deux concepts, la avancée technologique et progrès humain. Et comment ça s'est mêlé en un seul terme qui est progrès, comment il y a eu une confusion qui a été installée. Et à mon avis, il y a possibilité de séparer les deux chemins. D'ailleurs, ils se sont déjà séparés. Depuis les années 70, en gros, le PIB a doublé. On a continué à avoir des avancées technologiques considérables, hein, le numérique, l'informatique, la cybernétique, tout automatique. Et les indices de développement humain, dans un pays comme la France, ils n'ont quasiment pas progressé. Le taux de bonheur ne progresse pas. Donc là, il y a un décrochage, il y a une séparation entre les deux. Évidemment, quand on est Emmanuel Macron, quand on est la Startup Nation, on a tout intérêt à nous faire croire que pour continuer à progresser sur le plan humain, il faut qu'on ait des avancées technologiques. Parce que l'avancée technologique, c'est du capital. C'est là que se trouve le capital. Donc, eux veulent procéder à une confusion entre les deux. Tandis que nous, à mon avis, dans notre progrès, on doit gagner à une séparation entre les deux, à montrer que les deux sont pas liés. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des avancées technologiques qui ne peuvent pas servir le progrès humain. Mais c'est à nous de faire le tri au milieu de tout ça. Qu'est-ce qui nous paraît utile? Qu'est-ce qui nous paraît inutile? Et pour faire quoi? Mais dans cette espèce de lien qui s'est construit entre progrès technologique et progrès humain, ce mélange que vous dénoncez à juste titre, en fait, il me semble que, d'ailleurs, vous retracez la généalogie, mais vous êtes peut-être un petit peu dur, parce que vous retracez, ou disons qu'on pourrait vous objecter, vous retracez donc l'émergence à la Renaissance de cette idée du progrès à travers les progrès scientifiques et à travers ce moment de basculement où Galilée pense le monde de manière mathématique et donc l'Occident va de fait, du coup, se détacher de la nature. Mais vous dites, si je ne me trompe, qu'à ce moment-là est déjà en germe la consommation, qui va le but ultime qui va être la consommation. Or, il me semble qu'à ce moment-là, le progrès scientifique est là pour contrer tout simplement les souffrances provoquées par la nature. C'est-à-dire que la nature n'est pas bonne et du coup, la volonté de l'homme n'est pas de se détacher de la nature par volonté de l'écraser, mais tout simplement d'abord de soigner les souffrances. Et c'est peut-être ensuite que ça bifurque, non? Alors, d'abord, là, le propos que vous reprenez est celui de Dominique Bourg, hein, et qui, lui, voit en effet, en gros, les vaches à hublot comme origine dans Descartes, on va dire, pour faire bref. Hein, oui, c'est les animaux machines voilà. de Descartes. Ce qu'il explique est beaucoup plus compliqué que ça, et il dit, voilà, quand il y a un changement de paradigme, ça s'inscrit dans le temps,
et ça nous transforme sur des siècles finalement. Et lui, il nous dit, attention, on ne s'en rend pas compte, mais il y a eu un deuxième changement de paradigme au 19e siècle qui est en train de venir aujourd'hui, c'est Darwin. Darwin qui nous réintègre à la nature, qui dit finalement vous êtes des animaux, le rire n'est pas le propre de l'homme, et toute l'éthologie aujourd'hui vient nous ramener au fait que on appartient à la nature. Donc il montre comment il y a un changement de paradigme philosophique qui est en cours et qui va venir contredire Descartes. Donc ça c'est le point de vue de Dominique Bourg que je rapporte, qui me paraît quand même poser des questions, être éclairant et ainsi de suite. Moi, je pars pour ainsi dire, d'un texte de Marx dans le Capital, et où, quand on nous présente Marx comme étant absolument partisan des avancées technologiques, qu'il faut être favorable à l'industrie et tout ça, quand on lit le Capital, c'est quand même bien plus nuancé, timoré que ça. Et certes, il y a cette phrase qui nous est citée partout, ce qui compte, c'est pas la technique en elle-même, mais c'est qui tient la technique. Mais il faut bien considérer qu'à l'époque de Marx comme aujourd'hui, celui qui tient la technique, c'est le capital. Donc, ça pourrait valoir sur la remise en cause de la technique elle-même quand elle est entre les mains du capital. Et Marx montre bien que les résistances qui ont été faites à son époque, mais même avant lui, à l'instauration de l'industrie par les ouvriers et par un certain nombre de magistrats qui pensaient que ça allait faire basculer les sociétés dans le chômage, dans la misère que d'utiliser les machines. Marx dit finalement ralentir cette marche-là, c'était pas déconnant. Et donc, oui, c'est tout le passage que vous rappelez, toute l'histoire du mouvement qu'on a appelé le mouvement luddite, et c'est-à-dire cette lutte, notamment contre les métiers à tisser qui risquaient de... Alors, il y a eu le mouvement luddite, mais même avant le mouvement luddite, même pendant le Moyen-Âge, des inventions de machines dont les gens, les magistrats, les responsables des villes choisissent de se priver parce qu'ils disent que ça va faire basculer la population dans la misère. Et donc, on freine la marche du progrès. On choisit de la ralentir, des avancées scientifiques. Et Marx dit que quand la machine s'est imposée, elle a mis dans la misère les ouvriers, elle a recruté les enfants, elle a recruté les femmes pour aller au travail dans des conditions désastreuses, et tout ce que ça a produit, c'est en vérité de libérer de la main-d'œuvre pour faire les servants chez les bourgeois. Et donc le regard de Marx sur ça est pas enthousiaste, alors qu'ensuite il était reconstruit comme enthousiaste. Bon, donc parce qu'il y a une histoire, je pars de là, c'est qu'il y a une histoire de la gauche et du progrès, et que, à mon avis, il y a une histoire qu'il faut relire, dont il faut peut-être en partie se séparer. C'est pour ça que je pars du texte de Marx. Bien sûr, mais le but de ma question était de vous demander en fait comment on résout cette contradiction qui est que le progrès scientifique et derrière technique est pensé au départ pour soulager les souffrances de l'homme. Et on le voit par exemple à travers l'introduction d'outils qui, dans l'agriculture, ont permis au départ de soulager des paysans qui étaient dans la misère et qui se tuaient au travail, qui se cassaient le dos. À quel moment ça bascule? Et est-ce que c'était déjà au départ quelque chose dont il fallait se méfier, ou est-ce que c'est l'utilisation qui en est faite qui pose problème par l'accumulation du capital? Vous voyez, comment on résout cette contradiction qui est que la nature peut parfois provoquer des souffrances, de la misère. Le progrès a permis de résoudre cela, mais il bascule. Ouais. Moi, de toute façon, je ne suis pas du tout à faire un éloge de la nature. Privons-nous des médicaments, privons-nous des vaccins, privons-nous de tout ça. Maintenant, là, aujourd'hui, je crois qu'il y a la nécessité de la démocratie à l'intérieur du progrès, mais même avant. Parce que la démocratie, elle permet de choisir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. On a refusé les OGM, on a refusé le clonage humain. Donc là, il y a la nécessité de passer le progrès au filtre de la démocratie. Éventuellement, elle permet aussi de ralentir des processus. Oui, c'est d'ailleurs très intéressant ce passage sur la question du ralentissement des processus. Vous dites parfois, même si à la fin, cet élément s'impose, le fait de l'avoir ralenti, c'est pas une défaite, c'était intéressant parce que ça permettait de le penser. Ah oui, ça c'est Polanyi qui dit ça dans La Grande Transformation, et c'est un passage que moi j'avais retenu, parce qu'au fond, on tend toujours à regarder nos luttes comme étant des défaites, parce qu'à la fin, les décisions prises par les grands s'imposent. Mais en fait, Polanyi nous disait, ne serait-ce que ralentir, ça permet de permettre à la société de se préparer à ce changement, de s'organiser en fonction de ça, et donc de ne pas subir un choc. Donc, l'un des rôles du politique peut être de ralentir le rythme.
Or, aujourd'hui, le rôle du politique est de dire accélérer, 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 comme je l'ai dit en introduction sur le discours de Macron. Donc là, il y a une question. Après, dans les temps récents, moi, je pense qu'il y a un décrochage à partir des années 70 sur la technique. On voit bien pendant les 30 Glorieuses, en gros, il y a une acceptation de la société, pour le meilleur et pour le pire. Hein. C'est le temps des grands travaux, des barrages, des centrales nucléaires, des autoroutes, des aéroports géants. Et on voit comment ces grands travaux, ces grands projets, aujourd'hui, leur est adjoint un adjectif quasiment de manière automatique, qui est l'adjectif inutile. Ça dit quelque chose sur notre regard là-dessus. Alors, c'est de la même manière pour l'agriculture. Elle s'est chimisée, elle s'est mécanisée. A posteriori, on peut avoir un regard critique là-dessus. Ça permet le retour à la souveraineté alimentaire de la France dans les années 70. Maintenant, par exemple, sur l'agriculture, c'est à partir du moment où on a la souveraineté alimentaire dans les années 70, quel projet on fixe à l'agriculture? Et il n'y a plus de projet. Ce qui fait que ça a été dans une espèce d'inertie de croissance, d'exportation, la mission civilisatrice ou la exportatrice de l'agriculture française, sans se reposer de questions sur le sens de ce qu'on veut faire de cette agriculture. Est-ce que la bascule ne peut pas aussi être datée tout simplement des deux grandes guerres du XXe siècle qui préparent en fait la bascule des années 70 dans la mesure où c'est le moment où cette idée positiviste d'un progrès scientifique et technique qui va apporter un progrès moral de l'humanité s'effondre et du coup, le décrochage, me semble-t-il, se fait peut-être à ce moment-là, c'est-à-dire que on garde le progrès technique qui devient une idéologie. C'est la fameuse idée de Jacques Ellul, justement, sur l'idée que la technique devient technologie, c'est-à-dire idéologie, mais détachée de toute idée d'un progrès moral de l'être humain. D'ailleurs, vous citez, c'est marrant, des auteurs qui ont jeté un regard critique sur le progrès, Bernanos, Saint-Exupéry, Giono, Jacques Ellul, les quatre sont imprégnés de christianisme, protestant ou catholique. C'est-à-dire que est-ce que c'est pas justement l'idée d'une morale qui leur permet de se dire que la technologie sans la morale, la science sans conscience, crée un risque? Je pense que la question que posent ces auteurs, c'est qu'est-ce que ça fait à l'homme? Oui, il y a qu'est-ce que ça fait à la société, et il y a qu'est-ce que ça fait à l'âme finalement. Et en effet, il faut avoir, faut avoir la conviction qu'on n'est pas que matière pour que on se demande qu'est-ce que ça fait à l'homme. Vous voyez, il y a une déchirure dans les années 70 dans la conscience publique, on va dire. Je pense que les deux guerres mondiales, évidemment, y participent. Et quand on voit la une du Monde sur Hiroshima en disant que c'est un grand progrès technique, on se dit que là, la conscience a été perdue et qu'il ne reste plus qu'une certaine folie, quoi. Donc, mais déjà avant, quand l'homme est transformé en machine sur son lieu de travail. Parce que le premier lieu d'usage de la technique, ça va quand même constamment être le travail. C'est là que les technologies vont s'imposer. D'abord, c'est le terrain de jeu du capital, on va dire. Et donc, quand même, c'est comme si on avait passé par-dessus bord les salariés, les travailleurs, les ouvriers, qui vont devenir des pièces d'une mécanique, et ça va être pleinement accepté, je dirais presque, par le mouvement ouvrier lui-même. C'est-à-dire, on va se poser la question des salaires, on va se poser la question des horaires, et c'est important, la libération du temps de travail que permettent les machines grâce aux luttes. Hein. C'est pas en soi les machines qui le permettent, mais c'est parce qu'il y a des luttes qui accompagnent ces machines. Mais que devient l'homme sur son lieu de travail quand le taylorisme s'impose, quand il vit 8 heures comme ça? Aujourd'hui, que devient l'homme sur son lieu de travail quand il vit avec la commande vocale dans les oreilles, qui dans les centres logistiques lui disent allez à étage 3 et qui répond OK toute la journée sans avoir le temps de discuter avec ses camarades. Et puis de penser à sa tâche et de se l'approprier. Donc, et ça, quelque part, ce que deviennent ces hommes-là, c'est comme si eux-mêmes, ils étaient interdits de pouvoir le dire. Parce que, comme il y a le progrès, si jamais ils refusent ça à l'intérieur de leur entreprise, si avec leur syndicat, ils disent non, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner, c'est comme s'ils allaient contre la marche en avant du progrès et comme s'ils devenaient réactionnaires. Alors que ils sont écrasés, leur âme est écrasée dans cette machine géante, quoi. Et je pense que des auteurs que vous avez cités, mais on peut citer Simone Veil, par exemple. Donc, quand elle se retrouve, je pense que c'est chez Renault ou c'est Citroën. Bon, excusez-moi. Bon, mais quand elle fait, juste au moment du Front Populaire, un tout petit peu avant l'entrée dans cette usine, ce qu'elle ressent, parce que aussi
elle est chrétienne, sans doute, et ça compte dans son parcours, mais c'est cet écrasement de l'âme, cette âme compressée, et dont elle va voir une espèce de libération géante avec le Front populaire, quoi. Mais justement, la question, c'est peut-être de savoir comment on essaye de trouver ce supplément d'âme dont vous parlez, ce sens que vous évoquez dans le livre, sur des bases qui soient des bases laïques et qui permettent, j'allais dire, de retrouver ce qui était la promesse de la gauche. Parce que j'ai l'impression que dans tout ça, il y a aussi la question de la place d'une pensée de gauche, c'est-à-dire d'une pensée qui sache accepter le progrès dans ce qu'il a d'intéressant, d'humain, mais qui sache se détacher de l'accumulation du profit par le progrès technologique. Or, j'ai l'impression que c'est ça que la gauche a raté ces dernières années, ou en tout cas d'ailleurs depuis environ 50 ans, c'est-à-dire la capacité à penser ce qui peut créer une cohésion des êtres humains. Alors moi, je pense, je vous l'ai dit, à la démocratie, la démocratie, la démocratie. Dont moi, ma principale tristesse depuis un an de crise sanitaire, c'est qu'il y ait zéro démocratie à l'intérieur de cette gestion-là. Et on voit comment on n'a pas avancé sur le plan humain pour gérer les affaires collectivement quand tout le pouvoir est remis entre les mains d'un seul homme. Donc là, y compris donc sur la technologie, il y a des citations là d'un tract à San Francisco, je ne sais pas si vous avez lu, des dockers de San Francisco qui disent « Le véritable enjeu, c'est finalement de déterminer ce que nous autres travailleurs acceptons comme un progrès ». Donc évidemment, les avancées technologiques, c'est d'abord aux salariés qui vont avoir à les subir d'en décider. Par exemple, est-ce qu'il faut des caisses automatiques dans les grands magasins? Voilà une question concrète. Je pense que décider de ça, c'est pas le capital tout seul qui doit en décider. Normalement, ça devrait être décidé avec les caissières elles-mêmes, avec les salariés de la grande distribution, avec éventuellement les organisations de consommateurs. Vous voyez, quel commerce on veut? C'est pas neutre. Parce que le commerce, pendant des millénaires, il y avait la jonction entre deux choses dans le mot commerce. Il y avait l'échange de marchandises, mais il y avait aussi l'échange de paroles, le commerce. Et là, on a décidé de robotiser ça, c'est-à-dire de ne plus garder que l'échange de marchandises, d'une activité qui était quand même millénaire, et d'évacuer tout ce qui était l'échange de paroles. Donc, ça ne devrait pas aller de soi que ça se passe de cette manière-là. Et je pense qu'il faut, là, qu'il y ait de la discussion avec les travailleurs qui sont les premières concernées et que ça fasse un vaste débat dans la société. Moi, je suis en gros pour une convention citoyenne permanente sur les technologies, quoi. Enfin, la démocratie, c'est une convention citoyenne permanente normalement quand elle fonctionne. C'est ça le problème. Oui, mais là, on ne l'a pas, quoi. Mais non. Mais simplement, on va toujours trouver quelqu'un qui va vous objecter que justement, le consommateur demande ça. De même que c'est le consommateur qui trouve formidable d'avoir toujours plus de produits, toujours plus de choses, et qu'en fait, ce serait une façon pour les gens de voter par leur consommation. J'ai déjà réglé son compte à cette idée-là, donc je veux bien le refaire. Mais c'est pas le consommateur, quand il entre dans un magasin, il a un porte-monnaie à la place du cerveau. Et moi-même, en gros, quoi. Alors on va pouvoir mettre un petit peu d'éthique à l'intérieur et tout ça, mais on ne vote pas avec son porte-monnaie. Il y a quelque chose au-dessus du consommateur, et je dirais même au-dessus du travailleur, qui est le citoyen, qui est le moment où on décide de ce qu'on veut faire collectivement. Si jamais on avait laissé le consommateur choisir le travail des enfants, il n'a pas été éliminé parce que les consommateurs ont décidé de ne plus aller acheter des produits fabriqués par des enfants. Il a été éliminé par la loi et par la règle commune. Le fait d'avoir des congés payés, c'est pas parce que les consommateurs ont décidé de plus aller acheter dans les usines qui garantissaient pas des congés à leurs salariés. C'est parce que il y a eu la loi et la règle commune. Donc tous les progrès dans notre histoire du mouvement ouvrier ont été faits par la loi et la règle commune. Aucun, même quand il y a eu des tentatives sur le travail du dimanche et ainsi de suite, n'a été acquis par le boycott des consommateurs. C'est bien la force du capitalisme qui, justement, travaille depuis des décennies à transformer le citoyen en consommateur, parce que le consommateur, c'est beaucoup plus avantageux pour le capitalisme. C'est évident. Oui, alors, il y a une autre dimension qui est très intéressante et que vous soulignez, c'est la question, j'allais dire, alors en termes un peu bâclés, on dirait de la schizophrénie, mais c'est la question de l'aliénation, en fait, que crée ce système. Vous évoquez le fait, par exemple, que les dirigeants de la Silicon Valley, qui passent leur temps à essayer de diffuser les outils numériques, eux-mêmes mettent leurs enfants dans des endroits où il n'y a pas
une tablette, pas un écran. Tous les témoignages de ces gens prouvent à quel point ils se méfient du cauchemar qu'ils ont eux-mêmes créé. Moi, ça m'a fait penser, alors d'abord, à un dirigeant de chaîne de télévision qui, dans une conférence, avait sorti cette phrase extraordinaire je passe mes journées à faire en sorte que les enfants regardent le plus possible la télévision et quand je rentre chez moi le soir, je fais en sorte que mes enfants regardent le moins possible la télévision, qui résume à peu près ça. Et de même, j'ai plusieurs fois été frappée quand j'allais visiter des paysans de voir, par exemple, je me souviens d'un éleveur de porcs industriel qui avait dans un coin un enclos avec un cochon. Et quand on lui demandait, il disait « Non, mais ça, c'est le mien, je ne lui fais pas manger la même merde. » C'est comment faire pour qu'une société ne crée pas ce qui me semble être le pire de l'aliénation, c'est-à-dire le fait qu'on se ment à soi-même, qu'on est obligé d'être scindé entre ce que l'on fait dans son travail et ce que l'on croit profondément. Alors, d'abord sur les gens de la Silicon Valley, parce qu'ils nous disent autre chose en plus. Ils nous disent ce qu'ils ne veulent pas pour leurs gamins, et c'est vrai que pour moi, j'assimile ça à le vendeur de drogue qui va aller distribuer sa cam partout dans la rue, mais qui, quand il rentre, il ne veut pas que ça franchisse les portes de son foyer. Mais ils nous disent aussi quel est le sens du progrès, du véritable progrès. Qu'est-ce qu'il faut parce que pour leurs enfants, ils recrutent non seulement des coachs, entre 0 et 3 ans, mais aussi des assistants de coach. C'est-à-dire que pour eux, ils voient que le progrès, ce qui va permettre d'avancer, d'avoir de la transmission, ça va être l'humain et l'hyper-humain. Tandis que à nous, on va nous filer du numérique, on va nous filer des écrans partout et ainsi de suite. Donc je pense que là, il y a un sens de ce vers quoi on doit aller. Est-ce que c'est par les machines qu'on doit soigner, guérir, ou est-ce qu'on doit continuer à avoir de la relation humaine? Eux, ils nous disent ce qu'ils veulent, en tout cas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était quoi? Le deuxième point, c'était sur la question de savoir comment on crée un système qui évite cette contradiction avec soi-même, cette aliénation, qui prend une autre forme. Vous soulignez, par exemple, la souffrance d'une aide-soignante qui n'a pas le temps de s'occuper des personnes âgées qu'elle a dans son EHPAD et qui a l'impression de créer de la souffrance. C'est une autre forme. Oui, et puis qui s'en protège en disant que voilà, on a des mécanismes de défense, mais qui sont presque plus inquiétants parfois, mais il faut éponger quoi, la souffrance qu'on peut avoir autour de soi. Je vais vous dire un truc, je répète la même chose que tout à l'heure, mais je crois à la démocratie. C'est-à-dire comment on choisit d'organiser la société, quel but on se fixe pour que ça soit cohérent entre si on veut moins de télé, c'est pas aux dirigeants des chaînes et c'est pas aux consommateurs devant sa télé de régler ça. Ça veut dire qu'on doit organiser la société de manière à lui fixer des règles. On a fixé des règles sur le travail. C'est pas tout seul que le travail s'est réglé avec 35 heures ou un peu plus, avec le SMIC et ainsi de suite. Donc je pense, moi je crois à la règle commune. Oui, c'est le problème est de savoir en effet comment on fait en sorte que le citoyen renaisse sous le consommateur et comment on fait en sorte que les individus ne soient pas rendus dépendants, il me semble. Parce qu'en fait, tout ce que je trouve, moi, dans votre livre, c'est l'idée que nos sociétés créent de la dépendance absolue vis-à-vis du système. Et qu'en fait, le consommateur, c'est celui qui dépend et qui ne cherche pas à agir par lui-même et à se détacher de ce système. Mais... Alors, je vais répondre autrement à vos questions. Ouais. Excusez-moi. Mais moi, je crois qu'il y a une tension dans la société entre ce vers quoi ça va, ce vers quoi on nous fait aller, donc l'hypertechnologie, la 5G, cette aliénation, quoi, et un désir profond qui existe chez les gens. Je regarde même des sondages qui me disent ça. Quelle maison on veut? Donc c'est les professionnels du bâtiment qui font un sondage pour dire, voilà, est-ce que vous voulez un cocon familial? Ça arrive en tête à 73%. Est-ce que vous voulez une maison plus écologique? Ça arrive en deuxième. Et ce qui arrive en toute fin de ça, c'est la smart home, la maison connectée. On demande aux gens, mais pourquoi vous ne voulez pas de ça? Je ne veux pas de ça, parce qu'il y a des risques sanitaires, parce que ça a un coût, parce qu'il y a des possibilités d'espionnage,
et surtout, en quoi ça m'est utile. Et donc, je crois, moi, qu'il y a cette tension aujourd'hui dans la société entre deux chemins. Le chemin vers lequel on va, si on ne réagit pas, et vers lequel nos dirigeants veulent qu'on aille, et un désir qui, pour moi, est latent, existe chez les gens, et qu'il faut trouver le moyen de faire émerger et canaliser, quoi. Mais de la même manière, sur l'accélération, donc là, il y a une logique d'accélération, hein. Je cite le bouquin de Hartmut Rosa que je trouve vraiment remarquable sur accélération et aliénation, comment on est pris dans cette machine et comment nous-mêmes on est pris dans une espèce de machine d'être multitâche et tout ça. Et quand on demande aux gens ce qu'ils veulent, majoritairement en France, ils veulent ralentir. Et quand on leur demande si vous aviez plus de temps, à quoi vous le consacreriez, je le consacrerais à mes proches. Voilà la réponse. Donc je pense qu'il y a cette espèce de tension et notre rôle, c'est de trouver le chemin qui va permettre de faire émerger le deuxième pilier qui aujourd'hui est souterrain et n'apparaît pas, n'a pas quasiment d'institution pour faire exister ça. C'est vrai, mais il y a peut-être une difficulté, me semble-t-il. Depuis... Oui, il y en a beaucoup. Mais il y en a une sur laquelle je voudrais vous amener. C'est la question de... Je reviens à cette question de dépendance, indépendance, mais à une échelle plus vaste. On a vu depuis un an à quel point, en cas de crise, un pays qui dépend des autres pour produire ce dont il a besoin, les biens les plus essentiels, est dans un état, ne peut pas protéger sa population, ne peut pas protéger ses citoyens. Donc la question, c'est comment on fait pour aller vers cette aspiration que je crois tout à fait profonde à un ralentissement, une forme de, j'allais dire, de spiritualité tout à fait laïque, c'est-à-dire une recherche d'un bien commun. Comment on fait pour aller vers cela sans effondrer ce qui fait sans effondrer l'économie, c'est-à-dire la possibilité de produire ce qui nous est essentiel. Comment on fait pour ne pas dépendre du reste du monde et pour recréer de l'activité? J'ai plutôt tendance à penser que les deux vont de pair. C'est-à-dire, la question, c'est la reprise en main de notre destin commun. Et je pense qu'aujourd'hui, le pire, c'est ce sentiment d'impuissance à agir ensemble. Donc, à agir ensemble sur quel chemin de progrès on choisit. Et au-delà de la spiritualité, excusez-moi, mais je pense que c'est de la matérialité aussi. Je veux dire, quand on a des centaines de milliers de personnes dont on considère, voire des millions, qui remplissent des fonctions essentielles dans le pays, les agents d'entretien, les auxiliaires de vie sociale, les assistantes maternelles, et qu'elles sont massivement, parce que c'est souvent des femmes, payées sous le salaire minimum, c'est une question de spiritualité, mais c'est aussi une question très, très concrète. Et donc, ça veut dire... Oui, c'est la question du respect humain, de la progrès, dignité. Et du progrès, au sens où devrait le porter la gauche, et où, là, il y a la possibilité d'améliorer nos indices de bien-être. Si jamais ces millions de personnes-là se trouvent avoir un statut, un revenu, pas avoir à travailler du tôt le matin jusque tard le soir, avec, ce sont les métiers les plus accidentogènes aussi, c'est les épaules, les bras, enfin tout est en miettes après 20 ans de carrière. Donc là, il y a des chemins de progrès qui sont des chemins de progrès aussi très concrets. Je ne voudrais pas que ça soit seulement sur l'âme, vous voyez ce que je veux dire? Non, sans la mépriser. Je suis entièrement d'accord, bien voilà. sûr. Mais... et la deuxième chose, c'est... de toute façon, vous savez que je suis partisan du protectionnisme, hein, c'est pas nouveau. Et pour moi, c'est la question de qu'on décide ce qu'on veut faire ensemble. Qu'on décide donc le chemin du progrès, mais qu'on décide ce qu'on veut produire ici ou ce qu'on veut pas produire ici. Et évidemment, il y a des besoins essentiels dont on devrait avoir pour mission de les rapatrier, d'être capable en cas de crise d'être en autosuffisance. Moi, je dis aliments, vêtements, médicaments. Un espèce de truc qui allie des fonctions essentielles. Et quand on voit qu'il y a 20 ans, je crois, et c'est les lobbyistes de la pharmacie qui le disent, il y avait 70% des principes actifs qui étaient produits en France et 30% qui étaient produits à l'autre bout du monde, et qu'on a inversé ces données et qu'on est plutôt passé à 70% produits en Inde et en Chine et à 30% ici, c'est pas par des seules aides publiques aux entreprises qu'on va s'en sortir et rapatrier cette production, quoi. Non, c'est par des règles. Voilà, c'est par des règles communes. Donc on est toujours sur la question, pour moi, du choix. Mais quand est-ce que se pose le choix?
Quand est-ce qu'on nous permet de choisir? Quand est-ce qu'on vient décider des productions qui nous paraissent essentielles, comment on va les produire, qui va les produire, où on va les produire? C'est pas décidé. C'est laissé au libre jeu du marché. Alors un marché aménagé, avec on va filer plus d'aides pour aider à revenir et tout ça, mais c'est laissé au libre jeu du marché. Il y a une question, on parlait à l'instant de la question de la dignité, de la façon dont on reconnaît le travail essentiel des uns ou des autres. C'est lié là aussi à l'ordre social. J'ai été très intéressée que vous citiez, parce que évidemment vous explorez la figure de Prométhée justement pour montrer à quel point le Prométhée enchaîné d'Échille, c'est celui qui a fait attention aux petits, aux faibles. C'est ça qui est très intéressant. Prométhée, c'est celui qui décide de quitter les dieux pour aller aider les êtres humains qui sont fragiles, qui n'ont rien et qui vont souffrir de cela. Mais le mythe de Prométhée, raconté par Protagoras, vous citez le texte dans le Protagoras de Platon, et va un peu plus loin. Il y a la suite. Et la suite est intéressante. Prométhée a donné le feu aux hommes. Et derrière... alors au départ, donc oui, il distribue les qualités et il n'en a pas suffisamment donné aux hommes. Mais Zeus lui dit, tu dois donner aux hommes. Alors dans votre traduction, c'est justice et respect pour qu'une société humaine puisse s'organiser, c'est-à-dire en fait l'art politique. Parce que sinon, ils vont s'entretuer, et ils ne pourront pas lutter contre l'adversité, des animaux sauvages qui les redévoreront, etc. Donc il doit y avoir... En fait, les mots grecs, c'est dikē et aidos. Et je n'aurais pas traduit aidos par respect, c'est la justice, c'est-à-dire le sens de ce qui est juste, le sens de ce qui doit se faire, et l'aidos qui est la dignité justement, le sens du fait qu'on se doit aux autres parce qu'on vit en communauté. Comment on fait pour construire une société où il y ait ce sens-là ? Il me semble que c'est très important, c'est-à-dire que nous voyons aujourd'hui, et c'est en permanence dans l'actualité, la perte de ce qu'on appelle aujourd'hui le civisme. Le chacun pour soi. Chacun se dit les autres sont mes ennemis, donc je prends ce que j'ai à prendre et tant pis puisque les autres vont me le prendre sinon. Comment on rétablit cette idée qu'on existe pour les autres au sein d'une société? Aidos. Alors, ça me fait penser à une expérience qui avait été menée par des politistes. Ils mettent autour d'une table des gens qui vont recueillir, vont miser à l'aveugle, ils ont chacun 100 euros, et ils vont miser à l'aveugle, et ils vont obtenir le double de leur mise commune. Et au début, ils mettent chacun 50, et chacun récupère 100, tout le monde est content. Puis à l'intérieur, il y a un petit malin qui se dit, mais bon sang, moi, si je mets que 10, je vais continuer à récupérer le double du total, donc je vais y gagner comme ça. Et puis s'installe une forme de ressentiment autour de la table, qui fait que chacun mise de moins en moins, ils sont en colère les uns après les autres, et il n'y a qu'un moyen de rétablir ça à un moment, c'est quelqu'un qui vient taper du poing sur la table et punir celui qui, quelque part, joue au passager clandestin à l'intérieur de ça. Et évidemment, c'est ce qui se passe, par exemple, sur le terrain de la fiscalité aujourd'hui, puisqu'on a des passagers clandestins de la fiscalité qui ne jouent pas la règle commune. Et au fond, il n'y a jamais de surmoi ou qui vient par-dessus leur dire... La puissance publique, voilà, c'est son rôle. C'est le rôle de la puissance publique de venir rétablir un équilibre à l'intérieur de ça. Donc, moi, j'ai confiance que si jamais on le voulait, il y a du possible pour recréer cet espace-là. Aujourd'hui, on ne le veut pas. On ne le veut pas. Des citoyens qui décident ensemble, qui se réapproprient la République. Je pense qu'il n'y a aucune volonté de ça. On a un président de la République et c'est comme si à lui tout seul, il l'incarnait. Donc ça, quelque part, ça infantilise le reste, ça déresponsabilise, et y compris à l'Assemblée nationale, vu qu'il n'y a pas de responsabilité de ce côté-là. Donc voilà. Vous évoquez... Alors la fin de votre livre est assez frappante parce que vous terminez par une anecdote. Votre fille qui a écrit une histoire. Et cette histoire, c'est celle d'une petite fille triste parce qu'elle ne pourra pas fêter son anniversaire confiné. Et finalement, eh bien, on résout les choses parce qu'il y a les écrans et on va pouvoir faire une sorte d'anniversaire virtuel. Pourquoi vous avez choisi de terminer par ça ? Parce que c'est
en fin de compte, c'est un souci parce que la petite fille, elle est contente hein, de pouvoir le fêter comme ça à distance au moins, et elle retrouve le sourire derrière son masque, pour ainsi dire. Et tout l'enjeu pour moi est qu'on ne s'habitue pas à ça. C'est-à-dire que je vois comment, baignant là-dedans dès leur plus jeune âge, ma fille elle a 9 ans là, et ben finalement il y a un risque pour moi qu'il y ait une habitude qui soit prise de ça, qu'il y ait l'habitude du commerce en click and connect, qu'il y ait l'habitude des réunions par Zoom, qu'il y ait l'habitude du travail en télétravail, qu'il y ait l'habitude de l'université en distanciel, qu'il y ait l'habitude de l'école numérique, et que ça reste comme une empreinte dans la société. Donc il y a cette contradiction que je vois à l'œuvre chez ma fille, et donc je termine là-dessus, parce que évidemment c'est ce que je souhaite pas pour elle. Je veux dire, quand on se bagarre, moi j'ai 2 gosses, je sais pourquoi je me bagarre, c'est pour que la vie soit la plus vivable pour eux demain, et qu'ils soient pas seulement dans un environnement qui soit numérique, quoi. Oui, à ceci près qu'en effet, toutes les forces qui sont autour induisent cette sorte de besoin ou cette idée que cette béquille est finalement souhaitable. Ben oui. Et alors c'est toujours la même contradiction que je posais sur la tension entre là où on nous oriente et là où je crois que profondément les gens veulent aller. C'est donc Cédric O, là, le secrétaire d'État au numérique, c'est l'une de mes phrases clés du livre, qui dit que bah, la crise offre l'opportunité d'une transformation plus volontaire encore. Alors, j'interroge l'opportunité. En quoi c'est une chance, hein, finalement, c'est une aubaine pour la Startup Nation qui va s'infiltrer là-dedans pour creuser la brèche et installer durablement ce qui était latent, ce qu'elle désirait, et qui en fait voilà, le moment d'avènement de sa société. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait des chrétiens au départ, il y a quand même une vision très mystique de la Startup Nation. Hein. C'est une religion de substitution. Et d'ailleurs, le fait que Emmanuel Macron utilise le terme Amish et qu'il excommunie quelque part de la foi commune ceux qui refusent ça, ça témoigne bien qu'on est sur un phénomène qui est plus religieux. Et finalement, c'est eux qui, pour moi, sont l'obscurantisme. C'est eux qui refusent de porter la lumière sur la technologie. C'est eux qui refusent qu'il y ait un tri, qu'il y ait un regard qui soit porté en commun là-dessus, parce qu'il faudrait être maintenu dans cette croyance-là. Bon, et donc j'oppose cette phrase de Cédric O avec celle d'un restaurateur aminois qui me fait une brève de comptoir en disant bon, franchement, on fait des apéros en ligne, on bouffe en ligne, on fait des réunions en ligne, bientôt on fera l'amour en ligne. Notre société a gagné 20 ans. Et quand il dit gagner 20 ans, en fait, il ironise, et dans sa tête, c'est on a perdu 20 ans, on a reculé 20 ans. Du processus. Voilà. Et donc, en fait, il y a quelque chose qui... Donc ça, c'est le sens commun. C'est une brève de comptoir, mais ça dit quelque chose du sens commun qui fait que plus on avance dans cette direction-là, plus on régresse sur le terrain humain. Donc, voilà. Donc, s'il y a ce désir-là chez Thierry, restaurateur aménois, et je pense qu'il est profond chez plein de personnes, il faut trouver la manière de produire un refus, de produire un changement de direction, de produire une interrogation collective qui vienne amener autre chose, quoi. Mais la petite fille qui se réjouit qu'on puisse lui souhaiter quand même son anniversaire par écran interposé, est-ce qu'elle ne fait pas écho à cette phrase qui a évidemment fait beaucoup parler là, depuis une semaine et beaucoup parlé bêtement de la mère de Poitiers sur le fait de changer le rêve pour que le rêve des enfants ne soit pas l'aérien. Est-ce que là aussi, les réactions hystériques qu'il y a eu autour ne sont pas, dans un sens et dans l'autre, hein, ne sont pas dues au fait qu'on touche du doigt la difficulté. L'être humain a besoin de rêve, et le rêve est souvent celui d'un dépassement, celui d'atteindre ce qu'il ne pouvait pas atteindre. Et qu'un enfant ait rêvé de voler ça existe depuis les débuts de l'humanité, et ça a porté certaines choses, mais de fait, ce n'est pas la même chose que de rêver de l'aérien, c'est-à-dire de rêver d'aller tous les week-ends ici ou là en avion, juste parce que c'est permis et que c'est le tourisme de masse, ce qui n'est pas du tout le même rêve. Comment on réintroduit le rêve, j'allais dire, d'un progrès dans toutes ses dimensions, à la fois dépassement de soi et en même temps un progrès humain, pour éviter le rêve technologique? D'abord, le rêve, pour qu'il soit demeure rêve, il ne faut pas qu'il soit exaucé comme une banalité tous les jours.
et l'aérien n'est plus un rêve, en tout cas pour une classe, parce que ça devient une banalité. Et il y a d'autres personnes pour qui ça peut être un rêve, et il faut qu'ils s'exaucent de temps en temps quand même, mais sinon tous les jours. Et alors peut-être que je suis bizarre, mais se dire que collectivement, on peut avoir des moments de grandeur historique, peut-être de soulèvement, qui ramènent une profonde démocratie, de la décision commune. Moi, je le vis comme un rêve. Le peuple souverain, c'est vrai que c'est Oui. une promesse absolument fabuleuse. Mais je pense, voilà, moi, je vis ça comme un rêve. Et qui, au fond, n'a été accessible dans notre histoire que par des brefs intermèdes, et même dans ces brefs intermèdes, sans doute que c'était imparfait. Mais oui. donc c'est bien un rêve. Oui, oui, non, c'est encore à construire. Voilà, et c'est à construire. Et je pense que dire aux citoyens que demain, se soigner, s'éduquer pour ses enfants, permettre ce chemin-là, le désir d'égalité. L'égalité reste un rêve inaccompli. Donc voilà, pour moi... Le désir d'égalité, de liberté et de fraternité. Vous avez une phrase très intéressante où vous dites que l'inégalité crée de la division. C'est-à-dire le triptyque est intéressant. C'est peut-être ça le rêve, c'est de réussir à penser une véritable liberté, une véritable égalité et une véritable fraternité. Oui, mais c'est vrai que après c'est Richard Wilkinson que j'aime beaucoup, qui est un épidémiologiste anglais et qui montre comment dans nos sociétés, au fond, donc depuis les années 70, elles ont peu progressé malgré l'explosion des indices de bien-être. Et lui, il dit les sociétés qui ont continué de progresser, c'est les sociétés où il y avait un haut niveau d'égalité. Et dans les nôtres, on a créé des dissemblables. À la place d'avoir des semblables, on a créé des dissemblables. Et quand on a quelqu'un qui ne nous ressemble plus, quand c'est un clochard dans la rue, et ainsi de suite, son sort nous indiffère. Et donc, on ne va plus avoir le désir de fraternité. La communauté explose sous le poids des inégalités, quoi. Et donc, c'est vrai que, enfin, c'est pour refaire l'actu là, mais quand on voit que sur un an de crise sanitaire, les milliardaires français ont engrangé 55% de richesses supplémentaires, bon sang, c'est donc des centaines de milliards. Qu'est-ce qu'on pourrait, 130, 140 milliards, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces 140 milliards pour combler le désir d'égalité, recréer de la fraternité et une vraie liberté, quoi. Oui, une vraie liberté, parce que c'est pareil, il n'y a pas de vraie liberté quand il y a des inégalités trop fortes. Non. On ne peut pas exercer sa liberté quand on est tout en bas. Moi, je suis de plus en plus favorable à des logiques de plafond et de plancher. Par exemple, sur l'aérien dont on parlait, qui a un plafond, c'est pas parce qu'on a un porte-monnaie qui est bien rempli qu'on a le droit de polluer la planète pour 100 000 personnes. Vous voyez, en faisant des allers-retours Paris-New York, comme moi, je prends le train pour faire Paris-Amiens, quoi. Mais il faut aussi avoir une logique de plancher qui fait que, par exemple, moi, je recevais à ma permanence la semaine dernière des jeunes pour qui aller en vacances une fois en Espagne ou en Angleterre va relever du rêve, d'une aspiration, de sortir de son coin. Et donc là, il faut un espèce de plancher qui permette à chacun de pouvoir accéder à ça aussi. Pareil sur le numérique, est-ce qu'il faut être dans l'illimité ? Je pose la question parce que moi, de toute façon, tout ce que je dis là, je souhaiterais que ça soit débattu démocratiquement. Donc, il ne s'agit pas de l'imposer. Mais est-ce que le numérique, il faut avoir une consommation illimitée de numérique ? Je pense que ça participe possiblement de notre aliénation, de pouvoir aller en permanence consommer autant de mégaoctets qu'on veut, le matin comme la nuit. Avec, on le voit, quand on le mesure, des gens qui se connectent des centaines de fois à leur téléphone portable. Ça veut dire, voilà, on ne peut plus s'en passer, quoi. Et de l'autre côté, en revanche, il faut un plancher numérique aussi. Il faut que chacun puisse avoir accès, parce qu'aujourd'hui, être exclu du numérique, c'est être exclu de la société. C'est triste, mais c'est vrai. Et quand on voit que la Macronie veut nous créer 100% des services publics en numérique avec 4 2022, quand on a 11 millions de personnes dans le pays qui ont un rapport compliqué à ça, ou ils n'y ont pas accès pour des raisons de connexion et ainsi de suite, mais simplement, ce n'est pas leur univers. Ça veut dire qu'on crée de l'exclusion sociale par le biais du numérique, quoi. Ça veut dire aussi que, finalement, une fois de plus, on impose quelque chose qui n'a pas été discuté, dans la mesure où ce projet de service public totalement numérisé, c'est là aussi l'illusion d'une marche irrépressible
des choses. C'est l'idée que c'est bien parce que ça irait vers un avenir. Pour terminer cette discussion, j'aurais envie de dire, oui, vous dites il faut que tout cela soit débattu, il faut que tout ça soit discuté. Est-ce qu'on crée les conditions actuellement pour que les citoyens puissent exercer leur libre arbitre, débattre? Est-ce que le problème, c'est pas qu'on est en train de toucher à un point où les technologies numériques, la dépendance que ça a créée, l'aliénation dont on vient de parler, font que les citoyens sont de moins en moins citoyens parce qu'ils ont de moins en moins leur libre arbitre. Est-ce que dans l'avenir, on pourra encore avoir une véritable démocratie avec des gens qui sont guidés par des algorithmes, qui n'ont pas eu une école républicaine qui les élève par le savoir, qui les libère? Moi, je ne situe pas le problème du côté de la technologie. Je situe le problème du côté de la démocratie et du choix de s'en passer. C'est-à-dire que là, la crise que nous vivons est le temps de l'avènement du libéralisme autoritaire. Hein. C'est-à-dire sur les citoyens, on peut avoir une pleine autorité, vous n'irez pas plus d'1 kilomètre, vous ne serez pas plus de 6 à table, vous devrez remplir vos papiers, enfin on a vu, vous ne sortirez pas de chez vous. On a vu l'inventivité de, et la de puissance publique. l'autoritarisme. On parlait de la puissance publique. Ouais. Et là, on a vu la puissance publique s'exercer sur le citoyen du jour au lendemain. Mais en revanche, c'est l'impuissance publique quand il s'agit d'agir sur les sociétés. Sur est-ce qu'on va pouvoir produire des vaccins en France? Non, parce qu'on décide de ne pas agir, de ne pas avoir une industrie de guerre en l'occurrence. Est-ce qu'on va mettre, ne serait-ce que par exemple l'histoire de Suez-Veolia, est-ce qu'on interdit ça? Là, j'ai entendu à l'Assemblée nationale une ministre qui disait que ça serait une atteinte trop forte aux libertés. Vous voyez, si par temps de crise sanitaire, on refuse une OPA hostile, c'est une atteinte aux libertés, parce que la liberté qui va par-dessus tout, c'est la liberté des entreprises, la liberté économique. En revanche, la liberté des citoyens, on n'a pu la passer par-dessus bord. Et donc, je pense qu'on est dans ce temps d'avènement d'un libéralisme autoritaire, d'un État fort avec les citoyens et faible avec les firmes, et que ce n'est pas un hasard, c'est voulu. Moi, je me réfère toujours à la phrase de Samuel Huntington au milieu des années 70, quand il rend un rapport pour la commission trilatérale sur la crise de démocratie. C'est une crise, il dit, parce qu'il y a trop de démocratie. Les gens prennent la démocratie au sérieux. Ils se mobilisent, ils manifestent, ils votent. Or, si ça se passe comme ça, les gouvernants ne peuvent plus gouverner tranquillement, les dirigeants ne peuvent plus diriger tranquillement, et donc, il nous faut restaurer, dit-il, de l'apathie politique. Et c'est bien ce qui s'est fait. Et dans les moments où il y a eu un véritable débat démocratique, je pense par exemple au traité constitutionnel européen de 2005 avec une question clé, est-ce qu'on doit faire passer la concurrence par-dessus toutes les valeurs humaines? Oui. En gros. Hein. Les gens se mobilisent. Et les gens se mobilisent, ils s'interrogent, ils vont dépioter un texte qui au départ paraît incompréhensible, et ils votent en conscience de classe aussi. À ce moment-là, on décide de passer la démocratie par-dessus bord. Donc je pense que... Et même, je porte un regard plutôt positif, moi, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire, quand j'ai émergé politiquement dans les années 90, franchement, la mainmise des médias dominants sur la parole publique était une prison pour moi. Et une prison pour les gens qui pensaient comme moi. Et quelque part, les réseaux sociaux... Ça a servi à ce moment-là. Oui, ça a produit une aspiration, ça contraint les médias dominants à réintégrer des paroles qui étaient complètement hors de vue, qui maintenaient souterraines. Donc moi, je regarde plutôt les réseaux sociaux comme étant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à modifier à l'intérieur, qui les contrôle, quand est-ce qu'ils peuvent couper les comptes. Et aussi quand même le déferlement des pulsions plutôt que justement l'aspiration à la dignité, au respect. Voilà, mais bon, ceci dit, moi je crois que si jamais demain on décide de vraiment décider ensemble, les questions vont se poser autrement pour les gens. Les débats vont pouvoir s'orienter autrement. Et puis on peut, sur ces espaces-là, les réguler. On pourrait choisir qu'il n'y ait pas de place pour les insultes et les injures qui sont devenus le terreau commun. On fait comment en évitant la loi Moi, je ne vais Avia, pas sur Twitter.
parce que bon, les copains, ils vont pour moi, mais je sais que c'est une espèce de folie dans la méchanceté, quoi. Ah Et je pense que ça rend malade. Donc, je préserve ma santé mentale en n'allant pas sur Twitter. Mais je pense que ce sont des espaces qui peuvent être régulés aussi. En tout cas, je ne pense pas que le problème principal, il se situe du côté de la technologie, en l'occurrence. Il se situe du côté d'un choix de ne pas être démocrate. Et voilà, aujourd'hui, il y a un choix de ne pas être démocrate. Surtout, alors là, depuis un an, c'est une caricature, quoi. Qu'est-ce qu'on a choisi? Quand j'entends, excusez-moi, mais là c'est parti, mais quand j'entends le président de la République qui dit là dernièrement, ça n'aurait pas de sens de vacciner en premier les enseignants. J'en sais rien, moi. J'en sais rien. Il y a 19 pays de l'OCDE qui ont considéré qu'ils devaient être prioritaires. Que quand un enseignant est malade, bah, c'est possiblement toute sa classe qui va être restée à la maison, c'est peut-être tout le collège. Bon, ça a quand même des conséquences en série. En tout cas, ce que je sais, c'est que ce n'est pas au président de la République, ce n'est pas à un homme seul de décider de ça. Ça devrait être débattu avec les enseignants, ça devrait être débattu avec les soignants, ça devrait être débattu avec le corps social. Cette simple question-là. Mais même, quand d'un jour au lendemain, le président décide que les étudiants vont pouvoir retourner un jour en présentiel, c'est une décision qui est plutôt positive parce que franchement, vivre en distanciel en permanence, c'est quand même... Mais comment ça se fait que ça tombe comme ça d'un nouveau Louis XIV qui vous dit du jour au lendemain, bah, c'est bon, vous pouvez y retourner un jour, où le corps social est associé aux décisions. Et je pense que, voilà, là aujourd'hui, alors ça y est, c'est parti sur Macron, alors du coup, vous m'arrêterez plus. Mais vous avez vu son entretien dans l'Express pendant les vacances de Noël? oui. C'est terrible, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il vient dire? Il vient dire, on a un problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une crise il y a une crise de l'autorité. La société est trop horizontale. On ne supporte plus les hiérarchies. Attends. Le gars, il nous dit ça au moment où tous les jours, il décide de qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui n'est pas essentiel, quels commerces vont être ouverts, quels commerces ne vont pas être ouverts, est-ce que vous pouvez retourner travailler, vous ne pouvez pas retourner travailler, qu'est-ce qui va passer dans l'université, qu'est-ce qui ne va pas se passer. Il décide de ça du jour au lendemain, toutes les semaines, à lui tout seul, et ses conseillers disent 10 minutes avant, on ne sait pas ce qui va être décidé, on ne sait pas de quel côté va retomber la pièce. La pièce, c'est quand même le pays, c'est quand même 67 millions de Français. À côté de ça, il nous dit qu'il y a une crise d'autorité. Ça veut dire qu'il n'en a jamais assez. Et si, alors ça interroge sur la psychologie de l'homme qu'on a mis au pouvoir, mais ça interroge aussi sur une société qui accepte d'aller sur ce penchant-là. Et donc c'est pour ça que moi, je place vraiment la question, le bouquin est finalement consacré à démocratie et technologie. Mais je pose quand même en premier lieu la question de la démocratie. Est-ce qu'on en a encore envie? Je pense que là, de la même manière, il y a une tension, et il y a sans doute deux chemins qui s'ouvrent. Il y a une tension autoritaire, tout remettre entre les mains d'un seul homme ou d'une seule femme à l'avenir, pourquoi pas, et de l'autre côté, un désir démocratique. Et il y a sans doute les deux qui se conjuguent dans les mêmes classes et parfois chez les mêmes hommes et femmes, vous voyez? Et donc là, on est sur ce chemin à choisir. Moi, je l'ai choisi. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci François Ruffin. Donc juste, je rappelle le livre, c'est Leur progrès et le nôtre de Prométhée à la 5G. Merci beaucoup. Déjà.